on a créé une communauté d'investisseurs à ce moment-là qui nous a fait confiance, qui a réussi à profiter des opportunités que l'on avait nous-mêmes minutieusement analysées. Et cette communauté, à partir de 2021-2022, a été très utile pour continuer à avancer dans notre projet entrepreneurial. Parce qu'on s'est rendu compte que le marché de la tech commençait à être effectivement assez important, voire potentiellement survalorisé. À partir de mars 2022, on a assisté à une chute des marchés. Et notre souhait, ça a été de continuer à adresser leurs besoins en matière d'investissement patrimoniaux sur des classes d'actifs que nous connaissions très en détail, c'est-à-dire le private equity, les marchés privés. Et c'est à ce moment-là où on a vu un peu l'émergence de business models facilitant l'investissement des personnes, des investisseurs privés, sur le private equity. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur FinScale. Cette semaine, j'ai la chance et la joie d'accueillir Nicolas Maquin, qui est président et cofondateur d'Arch Invest. Bonjour Nicolas. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre en studio pour faire un épisode que j'avais en tête depuis pas mal d'années, parce qu'on s'est rencontrés sur un board. C'était ça en fait, Absolument. L'origine. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît, prendre 5 minutes, nous expliquer ton parcours d'entrepreneur et serial investisseur? Avec plaisir. Mon parcours a débuté il y a presque 25 ans maintenant, à la fin des années 90, quand j'ai débuté une carrière courte de banquier d'affaires au sein de Morgan Stanley, qui m'a permis de découvrir un peu la grammaire des affaires et puis surtout d'aller rapidement dans ce métier d'investisseur en private equity, au sein justement de la structure interne de la banque, qui m'a découvert ce métier d'investisseur à côté effectivement d'investisseurs américains qui pratiquaient ce métier aux États-Unis depuis pas mal d'années. Quelques années déjà. Et ce métier venait d'arriver en Europe. On avait une poignée de fonds anglo-saxons qui recherchaient des PME dans lesquelles ils pouvaient déployer des capitaux institutionnels. Quelle année ça ? Ça, c'était en 99-2000. Ok, d'accord. Donc hyper précurseur. Hyper précurseur, juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Donc effectivement, les investisseurs ont repris leur souffle à ce moment-là. Moi, j'ai continué dans ce métier en rejoignant ensuite un fonds indépendant, Alpha, qui était un des pionniers sur le private equity en Europe, avait été créé au milieu des années 80 par la famille Wendel, par le fonds américain Advent, qui n'avait pas encore de présence en Europe, et la banque Lazard. C'était les 3 parrains des fonds Alpha. Et c'est vrai que ça a permis de continuer à apprendre ce métier d'investisseur, à avoir le jugement nécessaire pour estimer la qualité d'une société, d'un business model, créer une relation avec des entrepreneurs, avec des familles qui souhaitent se développer et sont prêts à accueillir un investisseur externe au sein de leur capital. Et donc, c'était quoi attends, je te fais une petite parenthèse. C'était quoi les je dirais, lessons learned de cette époque? Parce qu'on parle d'un private equity qui est assez artisanal et qui frémit en Europe, donc très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est quoi les 3-4 éléments que tu as en tête quand tu y repenses? Alors, à l'époque, on était encore dans une industrie presque d'artisans, où sur le marché français, en tout cas, il existait une dizaine de fonds. Alors, certains sont devenus des histoires, effectivement, d'entreprises assez extraordinaires. On est passé de AXA Private Equity à Ardian qui gère des centaines de milliards. L'entité Astorg, qui avait été reprise par son management, par les partenaires, et qui est devenue également une très belle histoire d'entrepreneurs en investissement. Et à l'époque, on avait encore une certaine discrétion. Il y avait peut-être un marché moins intermédiaire qu'il ne l'est aujourd'hui, probablement avec un peu moins de banques d'affaires, un écosystème qui était encore plus petit, moins de consultants en due diligence, moins d'experts en fiscalité, en structuration. Pour autant, il y avait des investisseurs qui
eux-mêmes étaient des entrepreneurs parce qu'avaient chacun créé leur fonds. En soi, créer une société de gestion qui gère des fonds, c'est être entrepreneur avec un sous-jacent qui est effectivement le fait de déployer du capital. Donc, en l'espace de 20 ans, depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, le marché s'est extrêmement professionnalisé avec l'apparition d'un nombre de stratégies que l'on connaît aujourd'hui dans la dette privée, dans les marchés secondaires, dans ce créneau du growth equity qui se situe entre le VC et le private equity. Et on a assisté à l'apparition d'un très grand nombre de fonds. On est passé de 500 fonds au niveau mondial à 15 000 fonds aujourd'hui. Donc ça a amené son lot de professionnalisation et notre aventure Archinvest est née presque de ce constat que le rôle de sélectionneur de fonds, celui qui est capable de dire où est-ce qu'on peut déployer à bon escient notre capital, dans quelle équipe, sur quelle stratégie, dans quel pays, était devenu tout à fait nécessaire, voire même aussi, sinon plus important, que le fait d'investir en direct dans des sociétés. D'accord. Alors, pour continuer sur mon parcours, effectivement, pendant presque quinzaine d'années en tant que partenaire au sein des fonds Alpha, à accompagner des entrepreneurs formidables dans des secteurs extrêmement variés, avec, par exemple, dans la distribution, Comptoir des Cotonniers, aux côtés de Frédéric Bius, qui ensuite a créé un groupe dans le prêt-à-porter, SMCP, avec les marques Sandro, Mage, qui aujourd'hui continue avec les domaines de Fontenil. Rodolphe et Édouard Carle, qui ont créé une société très connue dans les crèches privées, Babylou. T'as accompagné ça, c'est top ça. Qu'on a accompagné en effet à l'époque. Ils avaient ouvert une vingtaine de crèches privées. Aujourd'hui, sont à la tête d'un groupe qui regroupe plus d'un millier de crèches partout à travers le monde. Et c'est vraiment un succès français dont on peut être fier, qui ont permis de structurer ce secteur au niveau international. Donc autant d'aventures qui, quelque part, m'ont amené progressivement à m'intéresser aussi au secteur lié à l'innovation, lié à la tech, au software, parce qu'aujourd'hui, la tech est omniprésent de façon transverse dans tous les secteurs industriels. Je reprends l'exemple de Babylou. En soi, le métier consiste à ouvrir des crèches privées dans les villes pour accueillir des enfants, mais un nouveau business model avait été développé pour mettre en place une plateforme de réservation qui était un peu le booking.com de la crèche privée. Énorme, et qui a pris une place très importante au sein de la société. Donc ce mouvement de digitalisation m'a amené à rejoindre à un certain moment une équipe spécialisée sur le software, la santé et des sociétés en forte croissance. Cette équipe s'appelle Vitruvian, qui est un grand fonds anglo-saxon qui gère aujourd'hui une trentaine de milliards. Le dernier fonds levé faisant 7,5 milliards. Et ça m'a mis effectivement le pied à l'étrier dans des secteurs qui aujourd'hui sont en forte croissance, sont sous le feu de l'actualité, autour de l'IA, autour des plateformes, que ce soit des plateformes de réservation, des plateformes de change qui permettent de fluidifier les paiements, dans la santé notamment, qui permettent d'accélérer les développements de médicaments. Donc, expérience tout à fait passionnante, complémentaire avec celle d'Alpha, et qui, en fait, au fil des années, après avoir investi en direct dans un grand nombre de sociétés, pour le compte de ces fonds-là ou en tant que business angel, m'ont indiqué qu'il y avait sûrement une aventure entrepreneuriale à débuter. Au départ, en investissant dans des sociétés en direct, et je pourrais y revenir, c'est les premières pierres que nous avons constituées avec ma cofondatrice Émilie Buttiot, avec French Partners, qui ont amené la création d'Archinvest. Archinvest est une société que l'on a lancée avec mes deux cofondateurs, Pierre-Olivier Desplanches et Émilie Buttiot, en 2022. Archinvest est la synthèse entre plusieurs business models. C'est d'abord une société de gestion agréée par l'AMF. C'est une plateforme d'investissement destinée aux investisseurs privés pour leurs allocations en private equity. Et c'est un partenaire pour les conseillers en gestion de patrimoine, les multi-family office, qui se tournent vers nous pour notre expertise en private equity,
notamment pour faciliter l'accès au private equity pour leurs clients. Aujourd'hui, Arch Invest, en un mot, c'est 350 millions d'actifs sous gestion via une sélection de fonds ou d'investissements en direct. Environ 1 millier d'investisseurs en France et dans d'autres capitales européennes, et 5 véhicules qui sont effectivement ouverts, qui peuvent être investis par des investisseurs privés à partir de 100 000 euros jusqu'à quelques millions, et qui permettent d'avoir accès à l'ensemble des stratégies d'investissement du private equity, le LBO bien sûr, la dette privée, les marchés secondaires, et ce segment du co-investissement qui permet d'investir à moindre frais dans des sociétés en forte croissance, dynamique. 2 exemples sont notamment les 2 deals que nous venons de réaliser, à la fois dans Jebsen, qui est un fournisseur de software pour l'industrie aéronautique, eux qui font toutes les cartographies numériques, et la société Caravelle, qui elle est un opérateur de voyage en ligne, plus connu sous 2 marques, à la fois Fram, qui fait voyager presque 20% de la population française, et Promo Vacances. Alors moi, j'aimerais que tu reviennes sur French Partners, parce que il y a un sujet que je trouve passionnant, c'est celui des diasporas. La diaspora française, il y a des diasporas qui sont super organisées, je sais pas, la diaspora libanaise, chinoise, etc. Et on parle un peu moins de ces diasporas françaises, donc j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur elles et que tu nous expliques un peu où sont les Français, où sont présents les plus grandes communautés de Français en dehors de la métropole, en dehors de la France, et d'un point de vue investissement, quels sont les besoins en fait de ces Français-là? Alors, le sujet de la diaspora française est un sujet passionnant compte tenu du contexte politico-économique en France actuellement. Cette idée, quelque part, d'accompagner les Français expatriés dans leur développement entrepreneurial est venue d'un constat, il y a plus de 15 ans, lorsque l'on a identifié finalement quelques entrepreneurs qui avaient choisi de vivre hors de France, souvent dans des pays en forte croissance. Alors, j'ai en tête l'exemple de Sébastien Breteau qui avait créé sa société Asia Inspection à Hong Kong, il y a plus de 20 ans maintenant, et qui, lorsqu'il a voulu se développer, a voulu lever des fonds, en fait, n'avait pas forcément tout cet écosystème de fonds d'investissement du 8e arrondissement. Du Sentier aussi. Oui, ou du Sentier pour des fonds de VC, qui avaient sur leur radar ces sociétés à 10 000 km, en soi extrêmement performantes, dynamiques, mais probablement loin des bases. Et à l'époque, effectivement, on n'utilisait pas encore Zoom de façon systématique. Faire une due diligence dans un pays lointain, avec une réglementation, avec des pratiques de business assez différentes, semblait assez éloigné de la réalité des fonds basés en France, basés en Europe. Et aller voir des fonds locaux, c'était pas une solution? Et alors, aller voir des fonds locaux pouvait être une solution, mais c'est vrai que le marché de l'investissement, si je prends l'exemple de Hong Kong et de l'Asie, était finalement encore assez peu développé par rapport au marché américain, par rapport au marché européen. Et donc, il n'y avait pas forcément d'entité qui pouvait prendre ce type de risque, pouvait prendre ce type de décision d'aller investir dans des PME montées par des personnes que personne n'attendait, parce que ce sont souvent des pays dans lesquels il y a des tissus économiques, des tissus relationnels bien établis. Et lorsqu'on arrive en tant qu'expatrié, parce qu'on a été envoyé par son employeur précédent ou parce qu'on a choisi de vivre là, le pari d'investir à côté de ces gens-là peut paraître risqué. Néanmoins, et c'est un peu fort de cette expérience qu'on a continué à exploiter cette voie, on s'est aperçu que la créativité, la résilience de ce type d'entrepreneurs qui n'ont pas de plan B, qui en soi doivent faire en sorte que ça marche, de s'implanter, de s'intégrer, et puis après de développer leur organisation. En fait, quand ça marche de façon extrêmement puissante.
Il y a beaucoup d'exemples de sociétés aux États-Unis montées par des Français, dont les sociétés ont des capitalisations en milliards, sinon en dizaines de milliards. L'exemple de Moderna, par exemple, qui a permis de trouver le vaccin contre le Covid. Donc dans la santé, dans la tech, des sociétés comme Datadog, par exemple, Databerry, Flow, sont autant d'exemples de sociétés qui ont vraiment été montées par des personnes qui ont choisi sur le coup les États-Unis parce que l'écosystème était dynamique pour pouvoir embaucher des talents, pour pouvoir trouver des clients, pour avoir cette agilité. Et c'est du coup une thèse d'investissement assez communautaire qu'on a réussi à pousser entre 2016 et 2022 en investissant dans environ une grosse trentaine de sociétés. Donc ça veut dire que vous avez constitué au fil de ces 6 années un maillage, un network d'entrepreneurs français résidant à l'étranger, donc aux États-Unis, en Asie et autres, qui sont allés vous solliciter et solliciter la communauté elle-même, c'est ça, d'investisseurs et d'entrepreneurs pour lever. C'est ce que vous êtes parvenu à faire? Oui, on a créé une communauté d'abord d'entrepreneurs qui nous a sollicités pour investir, donc pour que nous-mêmes choisissions leurs projets à différents stades, que ce soit seed, série A, série B, pour effectivement les accompagner. Et puis, on a sollicité notre réseau qui était familier avec parfois ces géographies lointaines, avec ces business models innovants. Et donc, on a créé une communauté d'investisseurs à ce moment-là qui nous a fait confiance, qui, du coup, a réussi à profiter des opportunités que l'on avait nous-mêmes minutieusement analysées. Et cette communauté, à partir de 2021-2022, a été très utile pour continuer à avancer dans notre projet entrepreneurial. Parce qu'on s'est rendu compte que le marché de la tech commençait à être effectivement assez important, voire potentiellement survalorisé. À partir de mars 2022, on a assisté à une chute des marchés. Et notre souhait, ça a été de continuer à adresser leurs besoins en matière d'investissement patrimoniaux sur des classes d'actifs que nous connaissions très en détail, c'est-à-dire le private equity, les marchés privés. Et c'est à ce moment-là où on a vu un peu l'émergence de business models facilitant l'investissement des personnes, des investisseurs privés, sur le private equity. Donc des investisseurs privés, donc ça veut dire que de cette même diaspora de high net worth individuals ou de core affluent investors, donc plutôt une population de personnes sachantes dans le domaine de l'investissement, mais n'ayant pas accès à du deal, private equity, private debt et autres, c'est ça? C'est la rencontre de ces deux mondes en réalité. Et c'est la rencontre de ces deux mondes parce qu'on a eu une communauté effectivement qui nous a dit, tiens, pourquoi vous nous accompagneriez pas sur des stratégies qui ne sont pas forcément liées au venture capital, au marché de la tech ou du software, mais plutôt sur les marchés traditionnels du private equity, c'est-à-dire des opérations de LBO, du financement en dette privée, marché secondaire qui effectivement a émergé depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et on s'est aperçu qu'on avait un vrai business model à mettre en place pour faire le pont entre ces investisseurs privés et tous ces grands gérants internationaux qui continuent à investir, qui continuent à lever des fonds, qui ont été plutôt en contact historiquement avec des investisseurs institutionnels. Donc il faut voir que dans ce marché du private equity, les grands investisseurs, les grands bailleurs de fonds sont des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, des fonds souverains qui investissent depuis 40 ans dans ces grands gérants. Mais les investisseurs privés, eux, n'ont finalement eu que très très peu d'accès pour investir en direct, ou sinon c'était à travers un certain nombre de banques privées ou d'intermédiaires qui en soi coûtaient assez cher pour finalement investir dans tel ou tel gérant. Et notre souhait, ça a été de simplifier cet accès, simplifier cette démarche
Et donc, ça a nécessité de faire un certain nombre d'étapes clés dans notre développement, c'est-à-dire déjà d'être officiellement société de gestion, de demander un agrément, faire en sorte de respecter toutes les conditions qui sont liées à cela, c'est-à-dire avoir un back-office, avoir une équipe de gérants et créer véritablement une offre destinée à ces investisseurs privés qui nous font confiance pour toute leur allocation sur les marchés privés dans le non-coté. Alors, je fais une petite parenthèse parce que donc moi, j'ai commencé à gérer dans les marchés actions, obligations, donc à faire exactement de l'asset allocation pour des clients privés, mais donc dans les marchés cotés. Et je me suis rendu compte au fil des années qu'il y avait une méconnaissance, mais je pense encore maintenant, sur la manière dont tu constitues un portefeuille dans du non-coté. Alors, tu sais comme moi que FinScale, c'est un podcast qui est vraiment plus B2B, donc qui s'adresse à des professionnels du secteur financier. Néanmoins, je pense que ça vaudrait peut-être le coup, en 5 minutes, que tu nous dresses le portrait robot de la façon dont tu construis un portefeuille si tu n'as jamais investi dans le non-coté. Donc évidemment, t'informer sur les risques, les problèmes de liquidité liés aux classes d'actifs, etc. Mais indépendamment de ça, c'est quoi l'étape d'après quand tu choisis en fait d'aller allouer dans le private debt, un petit peu de, titrisation. Enfin, il y a quand même énormément de choses qui sont possibles. C'est quoi les quelques étapes à franchir? Alors, effectivement, aujourd'hui, on appelle marché privé un ensemble assez vaste qui inclut un certain nombre de stratégies. Hétéroclites, quand même. Assez hétéroclites. Ouais. Historiquement, on fait l'amalgame entre private equity dit LBO, donc acquisition de sociétés avec un effet de levier, avec de la dette, ce qui permet d'optimiser la rentabilité des fonds propres. En réalité, les marchés privés englobent des stratégies d'investissement plus larges. Donc le LBO a encore représenté une petite majorité, 50% de ce qu'on peut appeler les marchés privés. Mais à côté de ça, le marché de la dette privée a pris au moins entre 10 et 15% de la taille si on prend l'ensemble des marchés privés. Le marché secondaire a pris aussi une taille de 10 à 15%. De ce qu'on appelle le VC Growth Equity, en fonction des valorisations, pareil, va représenter entre 10-15%. Ce qui fait que lorsqu'on fait le cumul, un investisseur qui veut investir de façon diversifiée va devoir regarder clairement le marché des fonds de LBO, mais s'il souhaite avoir une complémentarité et aussi une approche du risque et de la rentabilité un petit peu différente, il va pouvoir s'intéresser à la dette privée, au marché secondaire, au marché VC qui en soi est peut-être très rémunérateur, mais a une dispersion des retours très forte. Bien sûr. Donc est catalogué comme beaucoup plus risqué que les 3 précédents. Alors, maintenant, nous, notre approche, ça a été effectivement d'avoir une personnalisation très poussée de notre offre pour satisfaire les clients qui viennent avec des expertises, des compétences assez différentes les uns des autres. Certains sont déjà des professionnels de l'investissement, n'ont pas forcément les moyens pour investir des montants en dizaines de millions, donc se tournent vers nous plutôt que vers leur banque privée pour avoir des fonds de premier plan, voilà, notamment des fonds américains qui historiquement n'étaient pas forcément présents ou distribués en France. Bien sûr. D'autres vont venir chercher notre expertise d'investisseurs en private equity. Et à ce titre, on a créé un fonds de co-investissement qui vient compléter notre approche de fonds de fonds. Et en soi, on fait vraiment notre métier d'origine, qui est d'investir en direct dans des sociétés, dans de bonnes conditions, parce qu'on a réussi à avoir accès à telle ou telle opportunité pour investir à côté d'un fonds qui lui-même peut être majoritaire. Et puis, d'autres investisseurs vont vouloir plutôt de la dette privée. Pourquoi de la dette privée ? Parce que dans une structure en capital, la dette privée est prioritaire. Donc, quelque part, on a un rendement qui est un petit peu plus faible, mais plus certain par rapport à un fonds d'investissement en private equity, où parfois on peut être soumis à des aléas en matière de sortie, en matière de multiples de valorisation. Mais en soi, en tant qu'Archinvest, notre approche, c'est vraiment de simplifier l'accès au marché privé
en ayant notamment créé une plateforme digitale qui a automatisé un certain nombre de fonctions, et puis de permettre de donner une véritable confiance à tous nos investisseurs, parce que d'abord, nous sommes nous-mêmes investisseurs dans nos propres fonds, et on s'engage sur une période très longue, la durée des fonds, qui généralement est de 10 ans. On s'engage à être un peu leur représentant, leur ambassadeur auprès des gérants. Voilà. D'accord, parfait. Donc, c'est plutôt vous qui allez faire l'allocation? Alors, c'est nous qui faisons l'allocation, c'est vraiment notre savoir-faire, notre savoir-faire, ouais. notre ADN, quelque part, de savoir identifier et trouver les allocations au sein des excellents gérants, et puis d'avoir la capacité de comprendre les attentes de nos investisseurs en matière de rendement, en matière de liquidité, c'est un point sur lequel on pourra revenir. Et ça, je pense qu'en soi, on est vraiment une maison d'investissement, au même titre qu'il y a 20 à 30 ans, il y a eu beaucoup de sociétés de gestion qui sont créées sur les marchés cotés. Aujourd'hui, on assiste au développement d'un certain nombre d'équipes d'investissement dédiées aux investisseurs privés sur le private equity. Ok, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai en tête, dans cette typologie de clients privés, des clients privés qui font appel aussi à ce qu'on appelle des conseillers en gestion de patrimoine, des family office, des banques privées, etc. Dans cet écosystème-là, est-ce que vous interagissez avec eux? Est-ce que vous êtes dans des modèles aussi intermédiaires où vous allez travailler pour le compte de tel gros CGP pour faire de la constitution de portefeuille pour leurs clients? Première question. Et du coup, question qui en découle, de ton point de vue, où se situent encore les angles morts face à cette typologie d'acteurs que moi je connais historiquement? Est-ce que c'est au niveau de la compréhension du risque de l'asset class? Est-ce que c'est au niveau de la construction du portefeuille, ou le suivi, des reporting, etc.? Alors, aujourd'hui, le private equity représente environ 2 à 3% de l'allocation patrimoniale des investisseurs en Europe, par rapport à un chiffre qui aujourd'hui est estimé plutôt à 15% pour les investisseurs américains, investisseurs privés américains, oui, tout à fait. Sachant que les 30 pour les institutionnels américains, les fonds de Endowments, d'Harvard ou de Stanford sont investis plutôt entre 40 et 45% sur 30, les marchés privés. Ouais. C'est même à des niveaux supérieurs. Je sais pas. Donc, on assiste à, comme souvent, à un mouvement de rattrapage en Europe. Et je pense que c'est pour ça que nous avons choisi de lancer Archinvest, et que d'autres plateformes ont effectivement vu le jour aussi, parce que on pense que l'allocation vers le private equity va continuer à augmenter dans les années qui viennent. On peut toujours se dire qu'il y a trop de fonds, il n'y a pas assez d'opportunités, qu'il va y avoir peut-être une décélération liée au fait qu'il y a une illiquidité du private equity par rapport au marché coté. Mais sur 20 ans, on va quand même avoir cet effet de rattrapage, et donc qui va permettre aux investisseurs privés de s'exposer de plus en plus sur des marchés privés. Alors, c'est avant tout pour des raisons de performance, parce qu'on voit que sur 50 ans, la performance du private equity a été meilleure que celle sur les marchés cotés, meilleure que sur l'immobilier, que sur les hedge funds ou les produits structurés. Donc, la raison quand même fondamentale, c'est d'avoir une meilleure rentabilité sur son capital. Après, on voit aussi que le besoin d'épargne par capitalisation se fait de plus en plus pressant en Europe et en France particulièrement. Et cette épargne de long terme, en fait, favorise le private equity parce que si on considère que c'est de l'épargne de long terme, on n'a pas besoin d'avoir une liquidité à court terme, et donc on est prêt à prendre des engagements via des fonds qui investissent du capital patiemment. Lorsque l'on choisit une société, on a un plan de création de valeur pendant 4 à 5 ans. C'est généralement la durée du business plan. Et donc, les particuliers comprennent que l'investissement le plus rentable, c'est celui où on est capable de s'engager sur une période un petit peu plus longue que juste acheter une action et la revendre 1 an, 2 ans plus tard. Voilà. Donc,
pour répondre à ta question... J'avais mes deux questions et en fait, tu as répondu à la deuxième avant la première. Du coup, j'étais perdue. donc du coup, pour répondre à ta question, je pense qu'on est sur un créneau où il y a eu une appétence forte pour les marchés privés, qui aussi est un souhait d'accompagner l'économie réelle. Oui, aussi. Parce que les fonds dans lesquels on investit, ou nous-mêmes, lorsque l'on investit en direct dans des sociétés, on identifie une société, un entrepreneur, une équipe dirigeante, un marché en développement. Parfois, ce sont des noms, on va dire, très connus. C'est des chaînes de distribution, des chaînes de restauration. C'est des sociétés comme Sandromage, des marques comme Burger King, comme Quick. Parfois, ce sont des noms beaucoup plus abscons. C'est des éditeurs de software que peu de gens connaissent, ou des opérateurs de services B2B. Mais on est quand même dans l'économie réelle. Et c'est vrai que ce sentiment d'accompagner des entrepreneurs dans leur développement, dans la création de valeur, c'est un thème porteur. D'un point de vue marketing, il faut en être conscient, par rapport à des produits structurés qui semblent toujours plus complexes, ou des hedge funds qui semblent toujours plus risqués. C'est vrai que là, le fait d'être... T'es sur du tangible. Long only, sur du tangible, où on est vraiment associé à la croissance d'une société. Effectivement, les gens comprennent ce créneau, ce positionnement. Et je pense que ça, c'est un vecteur très fort, voire émotionnel, qui aujourd'hui contribue à la croissance du private equity au sein des investisseurs privés. Ok, mais alors la question, c'était plutôt par rapport, excuse-moi, je reviens dessus, mais par rapport aux intermédiaires, je suis totalement d'accord avec le constat que tu fais, l'appétence que tu as pour cette économie réelle et l'intérêt et la connaissance grandissante de cette population d'investisseurs. Mais derrière, tu as une population de conseils qui a quand même un devoir fort pour informer les clients des risques, pour faire des reporting, etc. Vis-à-vis de cette typologie de partenaires, comment est-ce que vous vous situez? Est-ce que ce sont des partenariats que vous montez? Et de ton point de vue, parce que moi je le constate encore maintenant, il y a quand même, pour notamment la frilosité face à la classe d'actifs, le manque de connaissances face à la classe d'actifs, encore beaucoup je dirais, de timidité de la part de ces intermédiaires vis-à-vis de leurs clients. Alors, on contredis-moi, peut-être que j'ai tort. Hein. Non. Je pense qu'aujourd'hui, on travaille vraiment en parfaite confiance avec un très grand nombre de conseillers en gestion de patrimoine ou de multi-family office qui, quelque part, se tournent vers nous pour bénéficier de notre expérience en matière d'allocation sur le private equity. On a effectivement vraiment un très grand nombre de gens et qui, eux, ont bien sûr connaissance du private equity. Je veux dire, c'est partout dans les médias. Ils ont eu accès à des supports historiquement depuis quelques années. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils voient que notre ADN chez Archinvest, c'est vraiment celui d'investisseurs qui ont, pendant plus de 20 ans, investi dans des sociétés qui, du coup, connaissent cet écosystème de façon très, très, très pointue. Moi-même, avec mes expériences chez Morgan Stanley, Alpha, Vitruvian, mes deux camarades cofondateurs, Pierre-Olivier Desplanches, qui lui a passé presque 20 ans dans le fonds Carlyle en France, puis Montaigu et Alpha, Émilie Buttiot chez PAI, et après dans un certain nombre de fonds à Londres. Donc, je pense qu'ils se tournent vers nous pour bénéficier en fait de cette expérience, et c'est ce qui nous distingue peut-être de certaines plateformes qui ont une approche plutôt sur le back-office ou plutôt sur les opérations. Nous, on est des investisseurs. On fait des choix directionnels lorsqu'on choisit telle équipe, parce qu'on pense que sur les 10 prochaines années, ça sera une des très très bonnes équipes aux États-Unis ou sur les marchés de la dette privée, où on réfléchit à d'autres stratégies actuellement, peut-être sur l'immobilier, au croisement entre private equity et immobilier. Donc, je pense que c'est ce lien de confiance que viennent chercher les gens, qu'ils ont peut-être perdu avec leur banque privée historique, dans lequel il y a un turnover qui peut être important. C'est vrai qu'on s'inscrit dans la durée,
Et lorsqu'on parle de patrimoine, je pense que la confiance est un élément extrêmement important. C'est la base. Ouais. C'est la base. Voilà. Et on en est conscient, et c'est pour ça que on est extrêmement précautionneux sur tous nos investissements, et on essaye de faire en sorte que chaque investisseur soit extrêmement bien d'abord compris dans ses choix d'investissement, et puis accompagné avec un choix d'allocation personnalisé. Parfait. Alors, tu as évoqué tout à l'heure le secondaire, la liquidité. Comment est-ce qu'on génère, parce qu'il y a des plateformes existantes qui parviennent à générer de la liquidité. Moi, j'aime toujours bien rentrer dans le détail pour savoir comment, déjà si vous en proposez, et comment vous pouvez adresser ce problème de liquidité. Alors, la liquidité, effectivement, le problème historique du private equity, parce que lorsqu'on investit traditionnellement dans un fonds, c'est un fonds fermé, que ce soit un fonds primaire ou un fonds de fonds, c'est un véhicule qui a une durée de vie de 10 ans, de façon schématique, 5 ans pour investir, 5 ans pour désinvestir. On récupère son capital généralement au bout de la 6e année, 7e année, qui ensuite permet d'avoir une plus-value lorsque le portefeuille sous-jacent est progressivement vendu. Et en cas de souhait de liquidité, dans la mesure où le fonds est investi dans des sociétés privées qui ne sont pas sur les marchés cotés, on ne peut pas juste appuyer sur un bouton comme on pourrait le faire sur Bloomberg pour vendre une action ou une obligation. Donc, il n'y a pas de plateforme qui historiquement a permis de créer cette liquidité. Néanmoins, on a vu que le marché secondaire avait permis la création d'une liquidité avec des fonds qui sont spécialisés dans l'achat et la revente de parts de fonds, plutôt à un niveau institutionnel, donc avec des tickets minimum qui sont en dizaines de millions. Et sur le marché qu'on appelle retail, ou le marché des investisseurs privés, il n'y a pas encore de standard de marché. Quelqu'un qui souhaiterait vendre une part de 100 000 ou 500 000 euros n'a pas de contrepartie. Ouais, c'est clair. Alors, ça s'organise d'une certaine manière. Lorsqu'on sait qui est acheteur, qui est vendeur, on peut faciliter la mise en contact, on peut essayer d'accompagner ce mouvement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore d'entité centralisée, automatique pour faire ça. Alors, du coup, les investisseurs et pas mal de banques ont commencé à imaginer des produits qu'on appelle semi-liquides. C'est une tendance de fonds, les fonds evergreen, qui... J'ai abordé 2-3 fois déjà, ouais. Ouais, qui quelque part permettent d'avoir un sous-jacent lié au private equity, donc à la performance du private equity, enveloppé dans une structure qui permet quand même de vendre avec un certain nombre de conditions une part de fonds sans attendre la fin et toutes les distributions progressives. Aujourd'hui, le marché se développe, n'a pas encore connu, entre guillemets, de crise où on s'aperçoit que tout le monde voudrait vendre au même moment ou voudrait acheter au même moment, et donc ce qui induit des effets de marché parfois inattendus. Donc en soi, on est assez prudent. Ça n'a pas encore été stress testé. Ça n'a pas encore été, en tout cas à grande échelle. À grande échelle, ça n'a pas été effectivement testé dans des périodes de crise, mais c'est quand même une tendance de fond qui aujourd'hui, avec des produits plutôt destinés aux investisseurs privés, les investisseurs institutionnels se disent finalement, pour gérer nous-mêmes notre liquidité, nos différents ratios d'emprise, pourquoi ça ne serait pas une solution privilégiée. Je pense qu'il faut quand même avoir en tête que créer de la liquidité sur un produit... C'est pas une classe d'actifs qui est faite pour ça, en fait. C'est ce que tu veux dire. En fait, créer de la liquidité sur un produit qui est structurellement illiquide, et la génération de performance est liée au fait d'être patient avec son capital. Créer cette liquidité a un coût de structuration qui aujourd'hui vient quand même rémunérer toute une chaîne de financement. Exact. Lorsqu'on regarde les chiffres en détail, je pense que le fait de créer un produit liquide à partir d'un support illiquide doit probablement coûter entre 4 et 5 points de TRI. Donc, faut vraiment le vouloir. Faut vraiment le vouloir. Ou en tout cas, moi, aujourd'hui, mon approche, c'est plutôt de dire des gens qui veulent investir en private equity, ils doivent être conscients de ce capital à long terme.
voilà, c'est un choix. Il ne faut pas essayer de dénaturer la nature de l'investissement. Et à côté de ça, on peut investir un autre portefeuille sur des marchés privés ou en monétaire, en compte à terme, qui permet d'avoir effectivement une poche liquide à tout moment. Est-ce que pour conclure, tu pourrais quand même nous synthétiser, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, la raison d'être de la création d'Archinvest avec tes 2 cofondateurs? La raison d'être d'Archinvest avec Émilie Butiot et Pierre-Olivier Desplanches, c'est vraiment de proposer aux investisseurs privés une sélection de fonds de private equity de grande qualité. Tu peux en citer ou pas? Ou c'est interdit par l'AMF? Absolument. Aujourd'hui, on a 5 véhicules ouverts. L'un qui permet d'investir sur le marché du LBO aux États-Unis, avec 4 fonds sous-jacents, Thomas Bravo, Veritas, Clearlake et Chicago Pacific Founder. On a le pendant européen, qui est un fonds de fonds investi dans des fonds européens, Archimède, Oakley, Capvest, et un 4e qui sera bientôt annoncé. Un fonds de dette privée, aussi avec des gérants vraiment de première catégorie. Un fonds de secondaire, qui est aussi extrêmement complémentaire, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on peut acheter quelque part de fonds avec une décote. Et puis, le dernier véhicule qui a été lancé cet été est un fonds de co-investissement qui permet de valoriser nos relations avec plus de 50 gérants en tant qu'investisseurs, en tant que limited partners dans ces équipes. Et effectivement, ce fonds de co-investissement, c'est un peu la synthèse, c'est un peu tous les deals, les opportunités qu'on peut voir passer, qu'on a essayé de regrouper dans un véhicule et qui permettent de satisfaire une population d'investisseurs qui veut parfois ne pas investir dans un fonds de fonds, préfère investir dans un fonds en direct, dans des opportunités, dans des sociétés. Et c'est vrai qu'on met à disposition notre expertise de plus de 20 ans, de 25 ans en tant qu'investisseur. Donc, on sait analyser les business models, on sait analyser les stratégies d'entreprise. Voilà. Et typologie des clients, géographie des clients, c'est de la clientèle française. Vous êtes sur plusieurs pays, belges, on est sur plusieurs pays, on va dire, c'est l'Europe du patrimoine, si on peut la cataloguer comme ça. Donc, en commençant effectivement par la France, parce qu'on est né à Paris, agréé par l'AMF, mais on s'aperçoit qu'il y a un intérêt fort d'investisseurs francophones à Bruxelles, au Luxembourg, en Suisse, à Genève, aussi dans des géographies plus lointaines, que ce soit potentiellement à Milan, voire même aujourd'hui, on se tourne un peu vers l'Asie, qui est une zone de croissance forte qui attire beaucoup d'investisseurs, francophones ou pas, mais qui attire effectivement beaucoup d'investisseurs. Donc, notre souhait, c'est effectivement de capitaliser sur notre crédibilité aujourd'hui en France pour continuer à adresser les besoins d'investisseurs qui nous font confiance sur leurs allocations en private equity. Passionnant. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, je clôture toujours, je ne sais pas si tu te souviens, mais sur une recommandation d'un ouvrage. Donc, est-ce que tu as préparé ta recommandation? Alors, j'ai vu ça, effectivement, en venant dans le studio. Et je profite du fait d'avoir lu très récemment les Cavaliers de Kessel pour recommander cette lecture absolument passionnante. Ouais. Qui permet de voyager en Afghanistan, qui permet de comprendre un peu cette mentalité, cette personnalité forte des hommes de tribus orientales qui ont un honneur, un sens du devoir chevillé au corps. Et puis après, le livre est tout à fait passionnant parce que on démarre sur un premier combat de bouskashi qui en soi consiste à prendre une tête de bouc, l'emmener dans le terrain adverse et remporter le trophée. Ensuite, une aventure passionnante entre des cavaliers qui vont parcourir avec beaucoup de déboires et de succès l'Afghanistan au début du XXe siècle. Voilà, donc c'est une lecture très loin du private equity, mais extrêmement
passionné, voilà, source de beaucoup d'émotions. Ça fait longtemps que je l'ai lu. J'ai dû Ça vaut toujours le coup de le relire. Ouais, mais j'ai mon fils qui l'a lu récemment. Super, pourquoi pas le relire. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Et à bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.